Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire sur Numérica Télévision Noticias, le magazine de la rédaction de Numérica qui analyse et commente l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors des frontières nationales. C'est donc un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro qui reçoit un cadre de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe. Billy Kambale, c'est son nom. Il est le président interfédéral de l'UNC, province de Kinshasa. Monsieur Kambale, bonsoir. Bonsoir. Avec lui, nous allons donc évoquer le passage de Ban Ki-moon à Kinshasa. Ce que l'on doit retenir du secrétaire général des Nations Unies, précisément sur la question du dialogue politique inclusif. Mais aussi, vous le savez, il y a quelques heures, la Commission électorale nationale indépendante a publié la liste provisoire des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. Au total, 21 provinces démembrées. Donc, on va parler de ces deux sujets principalement avec notre invité, mais aussi de la vie au sein de leur parti politique, l'UNC. Monsieur Billy Kambale, première question, actualité oblige. La Commission électorale nationale indépendante a publié dans la nuit du 28 au 29 février la liste provisoire des candidats, gouverneurs et vice-gouverneurs des 21 nouvelles provinces. Votre lecture d'abord dans l'ensemble. D'abord, je voudrais dire que pour nous, c'est un non-événement à partir du moment où la CENI se comporte comme les bras séculiers de la majorité présidentielle. Il vous souviendra que la CENI avait publié un calendrier qui avait prévu les élections des députés provinciaux pour renouveler les assemblées délibérantes au niveau des provinces en date du 25 octobre 2015. Nous avions déposé des candidatures. L'Union pour la Nation congolaise a dépensé plus de 145 000 $ pour les listes des candidatures dans toutes ces provinces. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est resté lettre morte. Donc, il n'y a pas eu une suite par rapport à cela. Nous nous demandons, était-ce l'escroquerie de la CENI? En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons le confirmer. Parce que non seulement la CENI ne nous a jamais dit le pourquoi cette élection n'a jamais été organisée, bien pire encore, la CENI aujourd'hui s'est complaît d'organiser des élections des gouverneurs avec des députés provinciaux de la législature 2006-2011. Ce qui est une ne fait que aberration et une insulte à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça au moins vous le savez. C'est ce que j'ai dit. Même si c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle, faudra-t-il encore qu'on se pose la question si cette Cour est encore Cour constitutionnelle? Parce que tout ce qui est en train de se passer, c'est dans la violation de la Constitution. Et donc le décor est planté pour que nous fassions régner l'anarchie dans notre pays. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter sous quel prétexte que ce soit. Vous décidez donc de boycotter l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 21 provinces. Mais monsieur Billy Kambale, à quoi joue l'opposition? Parce que finalement, la politique de la chaise vide ne paye pas. Et la CENI ne vous attend pas, la République ne vous attendra pas, ma foi. Puisque là, le train est bel et bien en marche. Et ces gouverneurs vont être élus sans vous, bien entendu. Je voudrais vous dire... Alors qu'il y a des compétences dans l'opposition qui peuvent aider ce pays. Ce qui nous préoccupe, en tant que gouverneur et vice-gouverneur, c'est le sort du peuple congolais. Ce que ces gens sont en train de faire, c'est de ôte-toi de là que je m'y mette et que je foute la même merde que toi. À quoi bon d'être dans une chaise pleine lorsque le sort des Congolais... Pas de gros mots sur ce plateau. Pas de gros mots sur ce plateau. Ce ne sont pas de gros mots. C'est la réalité, madame. Moi, je vous dis des choses que vous-même vous connaissez. Moi, je dis, c'est que des millions de Congolais pensent tout bas. C'est ça notre rôle, c'est de dire la vérité. Si vous m'invitez dans votre plateau pour que je mente au peuple, ça veut dire que ça ne sert à rien que je vienne. Moi, je voudrais vous dire que cette élection telle qu'elle est organisée, c'est en réalité une escroquerie. Parce que moi, je vous ai posé simplement la question. Où est parti l'argent que nous avions versé comme caution? Non seulement on ne nous dit pas où est parti cet argent,
Parce que c'est l'exercice 2000. Rien n'est perdu. C'est l'exercice budgétaire 2015. Rien n'est perdu, M. Billy Kambale, puisque peut-être après le dialogue, il y aura certainement un calendrier consensuel. Merci d'être le porte-parole de la CENI. C'est que ce calendrier ou cette élection va devenir, puisque rien n'est perdu. On ne vous dit pas que votre argent ou l'argent des candidatures sont partis dans les poches de quelqu'un ou des individus. Madame, un budget, c'est un exercice. Que je sache, madame, cet argent a été versé pour 2015. Nous sommes déjà dans l'exercice budgétaire 2016. Avez-vous vu quelque part où on a mis cet argent que nous avions versé dans le budget 2016 en termes de dépenses, madame? C'est comme si dans ce pays, quand nous parlons en l'air, nous disons des choses que nous ne maîtrisons pas, madame. Un pays se gère sur base des lois. Même les finances publiques de l'État sont régies par une loi, ça s'appelle le budget de l'État. Il s'agit bien des recettes et des dépenses au cours d'un exercice. Je vous pose la question, madame. Est-ce que cet argent a été budgétisé pour les budgets 2016? Si la réponse est non, donc il y a une escroquerie. Pourquoi dites-vous que je prononce des gros mots? Alors, élection des gouverneurs, vous ne participez pas. Certainement que vous avez peut-être des alliés, même si l'UNC en 2006 n'existait pas encore comme parti politique pour des députés, pour avoir des députés provinciaux, mais peut-être qu'après, vous avez eu des députés qui ont adhéré à l'UNC, vous avez des alliés également. Est-ce que vous allez demander à tous ceux-là, tous ces députés provinciaux qui sont proches de l'UNC ou de l'UNC aujourd'hui, de ne pas participer au vote, de boycotter l'élection des gouverneurs? Non seulement nous allons leur dire de boycotter, mais nous allons leur dire que ça ne sert à rien de cautionner une mascarade. Ça ne sert à rien de cautionner, puisque dans l'état actuel des choses, si vous participez à ce qui est en train de se dérouler, vous devenez complice et ennemi du peuple congolais. Ce qui est en train de se passer, madame, je n'ai pas de mots à qualifier cela. Lorsque la CENI organise les élections des députés provinciaux par des assemblées délibérantes qui sont déjà hors mandat, donc des gouverneurs, on peut se réveiller un bon matin, on dit que ces mêmes députés provinciaux ont encore réélu les nouveaux sénateurs. C'est ce que ça veut dire. Mais quel est finalement, où est-ce que le bas blesse quand la CENI organise l'élection des gouverneurs? Là où le bas blesse, ça veut dire que cette CENI, elle n'est pas l'émanation du peuple. Elle ne répond plus aux attentes du peuple. Cette CENI, elle est en train de répondre aux injonctions. Je vous donne un cas, madame. Je vous donne un cas, madame. Le secrétaire général de la majorité présidentielle a donné injonction par une lettre à la CENI, madame. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise pour que vous le compreniez? Que cette CENI est un bras séculier de la majorité présidentielle. La lettre d'Aubert Monaco est une question d'organisation interne. Très bien. D'une plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la CENI est aussi un organe de la majorité présidentielle parce que vous dites que c'est une question d'organisation interne. Donc la CENI fait partie aussi de la majorité présidentielle et qu'un courrier peut partir de la majorité présidentielle pour donner injonction à la CENI. C'est très grave, madame. Il ne faut pas dire que dans l'ensemble, d'emblée, la CENI, je ne défends pas la CENI, mais il ne faut pas dire que la CENI a subi des injonctions et a exécuté ce que la majorité présidentielle, par le biais de son secrétaire général, lui a demandé de faire, puisque aujourd'hui, sur la liste des candidats provisoires retenus, il y a des candidats indépendants. Nous parlons ici, nous parlons des faits. Cette lettre a bel et bien existé, oui ou non? La lettre a existé. Merci beaucoup. C'est ça la preuve. Dans des pays normaux, M. Minakou devait non seulement démissionner, il devait être traduit en justice. C'est très grave ce qu'il a fait. Est-ce que le fait que la CENI publie la liste provisoire des candidats à gouverneur avec un grand nombre de candidats indépendants, est-ce que ça aussi vous fait dire que la CENI a exécuté ce que le secrétaire général de la majorité présidentielle lui a demandé de faire? Si l'opinion publique n'était pas montée au créneau, cette CENI allait exécuter à la lettre cette injonction de M. Minakou. Mais parce qu'ils ont eu peur, c'est la peur qui leur a fait retirer. Ils n'ont pas eu peur, parce que la CENI est un organe indépendant. C'est ce qui nous convainc dans notre argumentaire et dans notre position de dire que nous ne pouvons pas prendre part à cette mascarade parce que c'est une messe qui est déjà dite. C'est-à-dire que là, la CENI vous prouve
qu'elle est indépendante. Pas du tout, madame, pas du tout. Sinon, toutes les listes Pas auraient du été... tout. Pas du tout. Parce rejetées. que la CENI, si la CENI n'était pas d'accord, elle n'avait qu'à prendre position pour rappeler qu'elle était indépendante. Ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire que si l'opinion n'était pas montée au créneau et si cette lettre n'était pas dénoncée, ça aurait été fait comme l'injonction a été bel et bien donnée. Et nous ne faisons que regretter et nous disons au peuple congolais d'être vigilant parce que cette machine est en train de faire des dégâts et c'est tout à fait ahurissant et c'est déplorable. À qui faites-vous confiance finalement, l'opposition? Nous faisons confiance au peuple congolais. Parce que nous savons que quelle que soit la durée de la nuit, les jours vont finir par apparaître. Vous ne faites pas confiance aux institutions ces de la institutions République, ont démontré leur limite. Institution présidence de la République, je ne parle pas du président. Vous ne faites pas confiance à l'institution présidence de la République, à l'institution Parlement, au gouvernement, à l'appareil judiciaire. Mais finalement, à qui faites-vous confiance? Nous faisons confiance au peuple congolais, madame. Je suis bien clair. C'est aussi un Congolais qui dirige l'Assemblée nationale. Je n'ai pas dit le contraire. C'est aussi un Congolais qui dirige le pays. Mais alors à qui faites-vous confiance? Je n'ai pas dit le contraire. Mais pourquoi pas à ces institutions? Nous faisons confiance au peuple congolais parce que ces institutions, dans leur diversité, chacune en ce qui la concerne, ont démontré non seulement leurs limites, mais aussi la mauvaise foi. Et bien pire encore, ils sont dans une machination pour vouloir violer la Constitution, pour permettre à Joseph Kabila d'aller au-delà. Il faut tout changer, il faut tout changer. Nous disons ceci, nous appelons le peuple congolais à la responsabilité. Parce que ce qui est en train d'arriver, madame, savez-vous qu'à cet instant, nous sommes en train de parler des questions qui sont censées être résolues depuis 2002. Ça veut dire que le régime de M. Kabila est très dangereux pour non seulement les générations actuelles, mais aussi les générations futures. Et que c'est une responsabilité morale, et pour toi, et pour moi, et pour l'ensemble du peuple congolais, que nous puissions constituer le front citoyen pour mettre fin au régime de Kabila, pour deux raisons. La première raison, lorsque d'autres pays du monde sont en train de se constituer en G8, en G20, dans une compétition et une concurrence pour le développement et le mieux-être des populations, la République démocratique du Congo est encore en train de parler des constitutions et des libertés et des droits de l'homme. Les questions résolues par d'autres pays il y a 50 ans, nous sommes encore en train d'y revenir. Alors que depuis 2002, nous nous étions dit ensemble que c'était fini cette histoire de contestation des légitimités des dirigeants par des voies de fait, par des armes. Mais le régime Kabila, 15 ans après, va nous faire revenir encore en arrière. Nous disons que c'est une question de responsabilité. Nous devrions aujourd'hui, à cet instant même, nous sommes en 2016. Je serais heureux que vous me convoquiez ici. Et tous les peuples congolais à la maison seraient heureux de nous suivre, parler des questions d'environnement, parler des questions de développement, parler des projets de société qui permettent à notre population d'accéder au mieux-être. Le peuple aurait été édifié sur base des projets, que nous serions ici en débat, projet contre projet, vision contre vision, pour permettre au peuple congolais d'accéder au mieux-être et d'entrer dans ce monde de compétition avec d'autres nations pour que nous puissions accéder non seulement au mieux-être, mais que notre pays réponde aux enjeux. J'aimerais comprendre le mais sens. Mais Joseph Kabila, avec son régime, nous ramène encore en arrière. C'est très grave. J'aimerais comprendre une phrase, Monsieur Billy Kambalé. Quand vous appelez la population congolaise à prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi en clair? En clair, moi je ne comprends pas très bien. Je ne veux pas aller par quatre Apparemment, choses. vous invitez la population au soulèvement. Et vous savez que quand on se soulève, c'est qu'il arrive, c'est que vous voulez encore revivre le pillage dans ce pays. Vous voulez qu'il y ait encore mort d'homme. Dans ce cas, tout le monde sera perdant. Ça ne profitera à personne que le peuple congolais se soulève. Madame, je répète encore ce que j'ai dit pour que le peuple congolais qui est à la maison et qui nous suit puisse comprendre très bien. Je dis ceci, qu'aujourd'hui, ta génération, ma génération est à l'épreuve. C'est quelle épreuve? C'est l'épreuve de dire que nous voulons installer à la tête de ce pays, nous voulons cautionner une dictature. Après 32 ans du moboutisme qui a fait régner un régime exécrable, qui a plongé le pays dans les méfaits que nous connaissons, nous voulons voir un autre régime s'installer à la tête du pays. Après 10 ans de règne, demandant donc, sans
ajouter le bonus de 2001 à 2006, M. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça la réalité. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que oui ou non nous pouvons laisser à M. Kabila continuer? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui nous fait dire. Vous devez accuser et qu'à ce jour, madame. Sinon, ça deviendra des à ce jour, madame, gratuites. Lorsque vous parlez de la Constitution, vous devenez ennemi de la majorité présidentielle. Pour preuve, le 18 février, nous avons eu les 10 ans de la Constitution de la République démocratique du Congo. Savez-vous qu'il n'y a eu aucun mot des membres de la majorité? Aucun mot, j'ai dit bien aucun mot. Ça veut dire que la Constitution, c'est devenu une sorte de... c'est comme si quand vous prononcez le mot Constitution, vous gênez, vous devenez ennemi de la République. C'est-à-dire que la majorité au pouvoir ne veut plus que la démocratie soit le respect des textes qui régissent le pays, mais la volonté d'un seul individu qui s'appelle Joseph Kabila. Voilà pourquoi j'ai dit, notre responsabilité, c'est de mettre fin à un régime comme ça. Et si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous sommes complices et nous n'avons pas à nous plaindre. Je vais terminer avec la publication des listes des candidats gouverneurs, M. Billy Kambale. L'opposition, pas toujours unie, parce que c'est vrai que on n'a pas vu sur cette liste, à moins que je me sois trompée, les partis politiques de l'opposition. Mais il y a le MLC qui a présenté le candidat. Madame, ici nous parlons des principes. Je ne voudrais pas parler des partis politiques ou des individus. Parce qu'en ce moment-là, nous écartons du combat. J'aime plus parler de mon parti politique et de notre combat que de parler des autres. Et ça devient des invectives et ça deviendra droit à la parole. Oui, parler de vous, mais vous n'évoluez pas en solitaire. À côté de vous, nous n'évoluons pas en solitaire. Qui vous accompagnent dans la nous dynamique n'évoluons de l'opposition. pas en solitaire, voilà. Mais les options qui sont levées au niveau des organisations dans lesquelles nous faisons partie, nous les respectons scrupuleusement. Et quand les autres ne respectent pas, est-ce que ça ne fragilise pas la structure? Ça ne peut pas nous fragiliser. Pourquoi, madame? La meilleure opposition... Des résolutions qui doivent être opposables à tous. Madame, la meilleure opposition, c'est le peuple. Si vous ne le savez pas, je vous l'informe. L'opposition, c'est le peuple congolais qui vit la misère, qui vit la souffrance, qui vit les méfaits des dérives autoritaires du régime de M. Kabila. Et quand des choses comme ça arrivent, c'est le peuple qui sanctionne le premier. Le peuple sait séparer les bons grés des livrets. Nous avons opté d'être du bon gré. Ça veut dire, nous avons opté pour le choix du peuple congolais. Nous ne sommes que les relais des aspirations profondes du peuple congolais. Et que donc, si un parti s'écarte de la logique et de la ligne tracée par la volonté de la majorité de notre peuple, ce n'est pas à nous de redistribuer les cartes, mais au peuple. Mais tout ce que nous disons au peuple, c'est au peuple de nous regarder et de savoir le moment venu qui a défendu ses aspirations pour qu'ensemble nous puissions en être bénéficiaires et partager le rêve que nous avons en commun. C'est comme ça que nous défendons les valeurs qui sont les nôtres. Très bien. Ban Ki-moon à Kinshasa pour assister à la conférence sur les investissements privés dans la région de Grand Lac. Bref, mais finalement, après le passage du secrétaire général des Nations Unies à Kinshasa, l'opposition anti-dialogue doit être désemparée. Pas du tout. Ce qui concerne, parce que Ban Ki-moon encourage la tenue du dialogue. Pas du tout. Le dialogue dont parle Ban Ki-moon, ce n'est pas le dialogue de la majorité. La preuve, je vais vous donner la preuve. C'est quel dialogue? Je vais vous donner la preuve, madame. Si vous avez un peu des notions de diplomatie, en diplomatie, même les gestes parlent. Vous allez remarquer. D'abord, je commence par parler des faits. Le secrétaire général des Nations Unies a tenu une conférence de presse avant son départ. Il a dit ceci. J'ai toujours conseillé aux chefs d'État africains de respecter la Constitution et de respecter les aspirations de leur peuple et de respecter ce que veut le peuple. Ça veut dire quoi? Il s'adresse à Joseph Kabila. Moi et toi, ils ont été ensemble dans un tête-à-tête. Lorsqu'il a quitté et il a fait cette conférence de presse, il nous a donné en fait en liminaire ce qu'il a dit au président Kabila. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Monsieur le Président, vous êtes arrivé à la fin de vos 2 mandats. Il est temps
que vous puissiez laisser un héritage et partir. C'est exactement ce que John Kerry lui a dit, c'est exactement ce que Tom Perriello lui a dit, c'est exactement ce que beaucoup de chefs d'État sont en train de le lui dire. À lui de savoir choisir son camp. Soit il choisit les camps des jusqu'au-boutistes comme les Mende, les Kinkei et les autres, les Kabila Désir, soit il choisit la voie du peuple. La voie du peuple, c'est du respect de la Constitution. Deuxième fait, vous constaterez que Ban Ki-moon est parti à l'aéroport seul. Personne ne l'a accompagné de la mouvance kabiliste. Personne, ministre ou même gouverneur, personne n'a accompagné Ban Ki-moon. C'est un signal en diplomatie pour dire, monsieur, nous ne sommes pas d'accord avec ce que tu es venu nous dire. S'ils étaient contents avec l'arrivée de Ban Ki-moon, je vous dis que ça serait en boucle sur Télé 50 et sur la RTNC. À tout moment. Qui est allé mais on n'en parle plus. Quand il est arrivé par Goma, qui est allé l'accueillir. Quand il est venu par Kinshasa, on l'accueille. Là, vous ne le voyez pas. Qui l'a accueilli à Goma? Bref, je ne gère pas l'agenda du ministre des Affaires étrangères qu'il a reçu quand il est venu à Kinshasa ce jour-là. Madame, je vous signale que le ministre des Affaires étrangères était ici, et le président de la République était ici, et tous les ambassadeurs itinérants de Joseph Kabila étaient ici, ainsi que tous ses conseillers étaient ici à Kinshasa. Personne n'a effectué le déplacement à l'aéroport international. On a l'impression que vous acharnez un peu trop sur la personne de Joseph Kabila. C'est lui qui veut violer la Constitution, madame. Nous ne nous acharnons pas sur lui. Il vous a reçu un jour, vous avez discuté avec lui, et M. Kabila vous a dit qu'il comptait passer outre ses 2 mandats. Vous avez vu, il est là bien dit, mais madame, nous tous il allait réviser la Constitution de la Madame, nous tous nous suivons les présidents Joseph Kabila. Tant d'agitation au sein de l'opposition? On ne s'agite pas. Si nous étions agités, vous l'aurez déjà constaté, on ne peut plus serein, madame. C'est eux qui s'agitent parce qu'ils savent que quel que soit... Là, vous ne faites pas un combat d'idées, ça devient un combat de personnes. Mais notre combat, c'est un combat d'idées, c'est un combat de respect de la Constitution. Je vais même très loin, madame, que notre génération est mise à l'épreuve. Si Joseph Kabila dépasse 2016, ma génération, moi et toi, madame Rachel, aura inutilement existé dans ce pays. Le respect de la Constitution, très bien. Ouais. Ban Ki-moon l'a dit. Mais quand le secrétaire général des Nations Unies, il y en a d'autres qui ont carrément refusé l'idée de participer à un dialogue, à un forum où les Congolais vont discuter. Mais quand Ban Ki-moon encourage la tenue de ce forum, vous dites quoi à l'UNC? Vous y allez ou vous n'y allez pas? Il nous a dit et nous lui avons dit qu'un dialogue dans une démocratie est une bonne chose, ça n'a jamais été une mauvaise chose. Okay. Mais le dialogue que nous refusons, c'est le dialogue piège de M. Kabila. Ce dialogue-là, madame, je vais vous donner, ça veut dire quoi ce dialogue-là quand vous y allez? On a d'abord un applaudimètre, les chefs coutumiers, les mamans maraîchères, les étudiants, on va voir des quotas ainsi de suite. Vous savez à la fin ce qu'on va faire? C'est ça le dialogue. Vous savez à la fin ce qu'on va faire? On va dire... C'est vous qui savez. Mais nous savons, madame, nous sommes en train de faire de la politique et nous sommes en contact avec tous ces gens-là qui élaborent tous ces plans machiavéliques. Ils nous disent, il ne faut pas croire que nous parlons en vain, ils nous disent parce que parmi eux, il y a aussi des gens qui aiment le pays. Vous avez suivi Chéribé Okende, qui a dit clairement, il a pris son courage à main, il a dit non, nous devons être clairs avec les chefs de l'État, nous devons lui dire, messieurs, vous avez fait vos 2 mandats, vous devez partir. La République ne se limite pas à Joseph Kabila comme Kinke l'avait dit, oh l'homme providentiel. Non, cette histoire-là d'homme providentiel, c'est déjà terminé. Contre l'opposition, entre autres votre président national, l'UNC, il encourage les Congolais à prendre part au forum. Oui. Vous lui dites quoi? Nous lui disons ceci à Ban Ki-moon. Nous disons ceci à Ban Ki-moon. Okay. Et c'est que le président Kamel a dit à Ban Ki-moon. Monsieur le secrétaire général, vous pilotez les Nations Unies. Donnez-moi des plus grandes puissances des vieilles démocraties. Quelle est la puissance qui, à la veille d'une élection, organise un dialogue sous prétexte que il faut absolument un dialogue pour organiser les élections? Ban Ki-moon n'a pas de réponse. Alors pourquoi ce qui ne se fait pas chez vous? Vous voulez que ça se fasse au Congo? Ici, le problème, c'est le problème d'un individu qui ne veut pas quitter le pouvoir. Il veut violer la Constitution. Ça veut dire que Ban Ki-moon non plus ne nous a pas aidé ou ne vous a pas aidé à pouvoir évoluer sur cette question du dialogue ou Mais, madame, quelle évolution vous voulez? Vous voulez quoi comme évolution?
Mais c'est vous qui voulez l'évolution. On n'a pas d'évolution qui à voir. C'est l'opposition qui refuse le madame. dialogue. Tu sais que l'UDPS a accepté le dialogue avec une condition, une médiation internationale. Vous êtes dans la dynamique de l'opposition. Vous dites, niet, il n'y a pas question d'aller au dialogue. Passons à l'essentiel, organisons les élections. Oui. Que la CENI organise l'élection présidentielle, novembre 2016. Oui. Ban Ki-moon vient. D'accord avec l'organisation des élections dans le délai, mais il encourage à pouvoir dialoguer, discuter. Vous lui dites quoi? Vous prenez part à ce dialogue? Vous ne prenez pas part à ce dialogue? Monsieur Tom Perriello, envoyé spécial du président Obama, dit: nous avons encore le temps d'organiser les élections. Je vous pose une question en rapport avec Ban Ki-moon. Ne me ramenez pas à madame. Je vais arriver à Ban Ki-moon. Nous ne sommes pas à l'école primaire où on répond par oui ou non. Nous sommes en politique et je vais vous expliquer, ce sont des nuances. Très bien. Il y a ceci. Monsieur Tom Perriello arrive ici. Il dit à la CENI: monsieur, il ne faut pas tergiverser. Nous avons encore le temps. On peut organiser l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Et les États-Unis sont prêts à vous accompagner. Tout ce que nous attendons, c'est un calendrier et vous nous fixez les échéances. Nous allons libérer les fonds. Maintenant, monsieur Ban Ki-moon arrive. Lui aussi dit que les soucis des Nations Unies, c'est l'organisation des élections dans le respect du délai constitutionnel. Et pourquoi la CENI s'entête? Parce que dans ces conditions, la CENI se comporte comme les bras séculiers de la majorité présidentielle. Pourquoi on doit conditionner l'organisation des élections par un dialogue? Quelle est la corrélation entre dialogue et élection? Les élections, c'est quoi? Parce que... Les élections, oui, expliquez-moi. Puisqu'apparemment, vous connaissez mieux. Non, mais parce que... Non, mais M. Billy Kambale, quand même, il ne faut pas faire de la mauvaise foi pour refuser de voir la réalité en face. Un calendrier conscientiel, c'est pas ça ce que tout le monde demande. Non, attendez, madame. Le calendrier de la CENI qui prévoit, entre autres, l'élection, même si l'élection est prévue par la Constitution de la République, mais c'est un calendrier qui résulte du calendrier global publié par la CENI. Ça, vous le savez. Madame. Et ce calendrier est tombé caduc. Mais on fait quoi du calendrier global de l'élection? C'est-à-dire que nous, il n'y a que l'élection présidentielle qui existe. On n'a pas à supplier la CENI pour respecter la Constitution. Donc pour vous, on peut faire abstraction de toute élection. On fait abstraction. On va directement, il n'y a que seule l'élection présidentielle qui compte. Madame, pas on paie. On doit faire abstraction à toutes ces élections. Une seule élection qui compte. Madame, je vais vous donner les faits. Si on organise l'élection présidentielle dans les délais, il n'y aura aucun problème. Tandis que si vous organisez ces élections-là et vous n'organisez pas la présidentielle, madame, ça va vous retourner à la figure. C'est un cycle de violence qui commence encore dans ces pays et nous retournons encore en arrière. Parce que si vous, madame, vous êtes prêt à accepter Joseph Kabila à la tête du pays après 2007, alors moi, je suis parmi les premiers des Congolais qui ne sont pas prêts. Et nous sommes prêts à mourir pour ça, madame. Ça, je vous le signale. On ne peut pas laisser encore au président Kabila même un seul jour à la tête de ce pays après 2016. Ça, je vous l'ai dit. Mais certains pensent également que c'est de la malhonnêteté intellectuelle ou de la mauvaise foi que de prétendre qu'en RDC, on peut organiser les élections en 10 mois, Monsieur Billy Kambale, puisqu'il faut réviser le fichier électoral. Si vous, UNC, vous étiez au pouvoir, qu'allez-vous faire? Madame, même dans 4 mois, on peut organiser les élections. Avec une révision totale du fichier électoral. Exactement. C'est un problème de doubler les budgets. Les entreprises qui peuvent nous livrer le matériel dans un mois existent bel et bien. Alors vous avez suivi le président de la CENI. C'est un malhonnête. Monsieur Nanga est malhonnête. Je ne veux pas vous permettre de dire ça sur mon plateau. Je les retire, mais je n'en passe pas moi. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. De toute façon, Corneille Nangaa a bien dit qu'il peut organiser les élections en octobre cette année, en novembre, élection présidentielle. Lui-même n'a pas dit que la CENI n'organisera pas les élections. Il suffit de lui donner les moyens nécessaires et c'est tout ce qu'il dit. Madame, moi... c'est pas à la CENI qu'il faut s'en prendre. Madame, moi... C'est pas le président de la CENI le problème. Finalement, c'est pas le bureau de la CENI. Vous et nous, je ne comprends pas le problème. Est-ce que nous parlons des mêmes principes? Parce que vous dites que la CENI est devenue le bras séculier de la MP, mais dans quel sens? S'il vous plaît. Parce que la CENI qui dit elle peut bien organiser les élections. Les budgets... Si le gouvernement lui donne les moyens nécessaires. Madame, le budget 2016 a été voté au Parlement, oui ou non? Le budget a prévu plus de 530 millions de dollars, oui ou non?
Est-ce que la CENI a vidé d'abord le crédit de 530 millions de dollars pour dire qu'il n'y a plus de moyens? Alors, comment elle peut nous dire qu'il n'y a pas de moyens alors que le budget prévoit tout un budget de plus de 500 millions de dollars? C'est au nom de quel principe? Ou bien nous parlons des mêmes choses, ou bien nous ne parlons pas des mêmes choses, madame. Comment l'État peut dire, ou le gouvernement peut dire, il n'y a pas de moyens pour organiser la CENI? Alors, le budget qui a été voté, puisque c'est le gouvernement lui-même qui a déposé ces budgets à l'Assemblée nationale, les régies financières continuent à mobiliser les fonds. Mais vous avez suivi que le gouvernement a également disponibilisé pour la CENI 18 millions de dollars qui ont été remis au président. Bon, quand je vais utiliser encore les mêmes mots que j'ai utilisés tout à l'heure, vous direz encore pas des mots, des gros mots. Mais selon vous, comment faut-il qualifier cela? C'est très grave. C'est vous qui savez qualifier. C'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous êtes en train de faire croire à notre population? C'est parce que vous avez reçu tellement les politiciens de la complaisance qu'aujourd'hui, quand on rappelle les faits et on rappelle les principes, nous devenons des animaux. Monsieur Billy Kambale, je ne vous permettrai pas de mettre cette responsabilité sur moi parce que non. moi, je fais mon travail. Moi, je fais mon travail. Je vous pose la question et ne dites pas que c'est moi. Je ne débite pas des mensonges. Je vous dis, je reçois opposition, majorité, et quand il arrive que je pose telle ou une telle question, c'est comme ça. Il ne faut pas dire que je suis celui porter ça sur non, mais faire porter le chapeau de cette responsabilité. Non, excusez-moi, mais c'était juste pour dire, que nous devons quand même changer certaines habitudes dans ce pays. Parce que moi je crois que les lois sont les lois. Les lois sont au-dessus de tout le monde. Lorsque nous ne voulons plus respecter les lois, ça devient de la jungle. Quand j'ai dit simplement que la CENI n'a pas à poser le problème des moyens puisque le Parlement et le président de la République avaient déjà adopté et promulgué, chacun en ce qui le concerne, les budgets pour les élections. Mais lorsqu'on balance qu'il n'y a pas de moyens, mais finalement, moi je ne comprends pas cette corrélation. Alors, il faut qu'on m'explique, puisque moi là je suis perdu. En toute vérité, finalement, ce dialogue, on en était à la question du dialogue. En quoi fait-il peur? Justement parce que, à l'idée qu'elle va déboucher sur un gouvernement de transition? Non, ce dialogue, nous ne pouvons pas parler de peur. Nous pouvons tout simplement dire, encore vous direz gros mots, je vous évite les gros mots. Cette fois-ci, je vais être simpliste. Ce dialogue-là, ça veut dire tout simplement que nous sommes en face de nous d'un président de la République. Je ne sais pas, il a peur de quoi. Mais moi, je vais lui dire, Monsieur le Président, il y a une vie après la présidence. Et nous l'avons toujours répété. Combien plus beau pour un pays comme la Tanzanie, où le président quitte le pouvoir et son successeur le nomme comme recteur de l'université. Regardez la beauté d'une démocratie comme ça. Donc nous sommes incapables de vivre cela dans notre pays. Quoi de plus normal que le président Joseph Kabila quitte le pouvoir et qu'il le soit et qu'il passe dans nos rues comme un citoyen ordinaire et tout le monde nous l'observons et nous l'adulons en disant voici quelqu'un qui a accepté de céder le pouvoir pour que nous ayons quand même un président qui a quitté le pouvoir et il est vivant. Tous nos ex-présidents sont morts. Au moins pour la première fois que nous ayons un président de la République qui est vivant et qui peut apporter son expertise, puisque tout ce qu'il a fait, il n'y a pas que de mauvaises choses, peut-être. Vous parlez du chef de l'État. Oui. Monsieur Billy Kambale, on a l'impression également qu'à l'opposition, le seul projet de société de vos partis politiques, c'est le départ du président Joseph Kabila. Est-ce que vous avez le temps de réunir, par exemple, vos membres sur des questions, par exemple, d'éducation civique? Madame, quel est le projet de société? Je vous ai dit que l'un des méfaits du régime de M. Kabila, c'est de ramener les Congolais sur des questions qui sont censées être résolues depuis très longtemps. Je vous ai dit dès le début qu'ici, nous serions en train de parler des projets de société. Nous serions en train de parler des programmes de Parce que les partis d'opposition ne parlent presque pas de leur projet de société. Du millénaire, sinon, le départ de Joseph Kabila. Parce que, justement, son départ pose problème aujourd'hui. Vous êtes incapable aujourd'hui de dire. Si je vous pose la question. Parce que vous insistez du fait qu'il y aura élection. Savez-vous qu'il y a élection en novembre. Sur base de quoi? Savez-vous que de la manière dont évolue le pouvoir en place et son entêtement, dans les tout prochains jours, nous serons dans l'obligation de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. Et la manière dont ils évoluent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'entêtement. Mais moi, je vais vous ramener à l'UNC. C'est ça, l'éducation civique. Nous parlons
nous avons une école qu'on appelle l'École nationale du parti, où nous formons nos cadres. Notre parti, c'est un parti qui a une vision, qui a un projet de société. Nous avons un président qui explique clairement, je crois que vous avez suivi dernièrement les médias, il était invité au Quai d'Orsay devant l'élite française, d'abord au think tank Sinopia en France, devant des hommes et des femmes venant de toutes les catégories de la France, les sommités de la science. C'est ça aussi la faiblesse des Congolais. Tout attendre de l'étranger. Attendez, quand vous citez, suivez-moi. Je vous en prie, allez-y. Suivez-moi, madame. La solution ne viendra pas de là. Ce n'est pas les Français qui vont madame, élire. Pas les sommités. Je vous ai dit tout à l'heure, bien que vous ne m'avez pas cru, bien que vous m'avez jeté de l'anathème, je vous ai dit que le malheur du Congo, c'est d'avoir une classe politique. À la limite, je ne veux pas citer les mots puisque moi-même, ça me gêne parfois de citer, mais c'est comme ça. Nous avons une classe politique qui ne réfléchit pas. Maintenant que vous avez la chance d'avoir ceux de vos enfants, lorsque vous avez la chance d'avoir ceux de vos enfants, ceux de vos fils, ceux de vos hommes qui peuvent aller à l'étranger, parler des questions de développement, parler des opportunités de la RDC, le fait que la RDC soit la solution aux problèmes qui se posent à l'humanité aujourd'hui, vous dites encore qu'on attend de l'étranger. Non, pas du tout, madame. Si vous avez bien suivi le président Vital Kamerhe au Quai d'Orsay, qu'est-ce qu'il a dit aux Blancs? Il a dit, messieurs les Occidentaux, vous devez faire très attention et mettre vos égos de côté. Puisque aujourd'hui, ce qui vous frappe, c'est parce que vous n'avez pas écouté depuis un moment. Nous vous avions dit que tant que vous mettez tout en œuvre pour que l'Afrique continue à être une sorte de coffre-fort que vous devez venir retirer et vous amener chez vous, sans penser aux populations qui sont les propriétaires de ces biens-là, de ces potentialités, vous êtes en train de vous tuer vous-même. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de vase communicant. Les Africains sont obligés d'aller chercher l'Eldorado en Occident, alors qu'il y a possibilité de transformer et de faire des transferts de technologie au niveau de l'Afrique pour développer les pays d'Afrique, afin que les populations d'Afrique ne se retrouvent pas dans l'obligation de venir chez vous. Et clairement, après le passage de Ban Ki-moon pour l'UNC, le dialogue n'est toujours pas opportun. Ce dialogue-là, ce n'est qu'une tricherie. Il faut que nos amis de la majorité comprennent que nous sommes... Opportun ou pas opportun? Non, c'est une tricherie. Prendra pas ou prendra pas part? C'est une tricherie. Ce dialogue-là, et je peux vous dire qu'il n'aura pas lieu. Parce que son objectif, c'est de vouloir détourner le peuple congolais de la voie des élections. D'ailleurs, le meilleur dialogue, ce sont les élections. Pourquoi ils veulent se cramponner au pouvoir? Le meilleur dialogue, c'est dans les urnes. Que le peuple lui-même se choisisse ses dirigeants. Et aujourd'hui, c'est clair, M. Joseph Kabila ne va plus se représenter en 2016. Peut-être que vous aurez bien voulu participer à ce dialogue, mais vous craignez ce rétropédalage qui ne sera pas vu d'un bon oeil par la population. Non, madame, nous évoluons sur base des principes. Nous évoluons sur base des principes. Nous étions avec l'UDPS, nous réclamions autrefois le dialogue pour la légitimité, parce que nous pensions que c'est Tshisekedi qui avait gagné les élections. Ça, c'était le dialogue que nous réclamions. C'était de rétablir la vérité des urnes. En parlant de l'UDPS, quel rapport entretenez-vous avec ce parti? Bon, c'est un parti, nous sommes un parti, nous évoluons, ils évoluent. Il n'y a pas, quel rapport voulez-vous encore? Il n'y a pas de rapport comme particulier qu'on peut signaler. Ils ont leur combat, nous menons le nôtre. Le nôtre, c'est celui du respect de la Constitution, du respect des droits et libertés. C'est celui du bien-être et du mieux-être des Congolais. L'UDPS qui ne transige pas son candidat président, Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas un problème, c'est leur droit. Ils ont le droit d'avoir un candidat. Nous avons le nôtre. C'est clair. C'est le peuple qui va départager, madame. Alors que Moïse Katumbi avait proposé il y a quelques semaines l'idée de l'organisation des primaires au sein de l'opposition. C'est à lui de clarifier sa pensée. C'est pas, moi, je ne suis pas le porte-parole de M. Moïse Katumbi. C'est à lui de clarifier sa pensée. À lui de nous dire. En tant que politique, quand un autre homme politique comment dire, donne une idée, lance une idée ou un débat, c'est quand même... Madame, la difficulté entre l'UNC et les autres partis politiques ou les autres politiciens, c'est que nous avons du mal à transiger des principes. Lorsqu'on parle des primaires, madame, expliquez-moi d'abord, c'est quoi le corps électoral? Bon, ces primaires-là, c'est qui l'électeur? L'électeur, c'est qui? C'est le président des partis politiques. Bon, un parti politique qui a 20 députés à l'Assemblée nationale, un parti qui n'en a pas, un parti qui en a 2 ou 3. Bon, c'est quoi, en termes clairs du poids, ou si on peut parler des grands électeurs, le parti qui est le parti le mieux qui peut s'exprimer?
C'est autour de toutes ces questions qu'il faut parler. Et c'est à vous de lui poser la question puisque vous êtes journaliste. Moi, je ne suis pas son porte-parole pour que je vienne d'éviter des choses ici. C'est à lui de clarifier sa pensée quand il parle de primaire à l'opposition. C'est-à-dire vous, ce qui nous concerne, vous ne comprenez pas du tout ce que j'ai dit, primaires ici c'est Billy Kambale qui parle et je ne comprends pas et je ne suis pas pour ce genre de méthode. Ça nous ramène aux périodes de corruption puisque ça devient une histoire de grands électeurs. Vous vous rappelez les sénateurs, comment ils ont été élus? Vous appelez, il y a des sénateurs qui ont donné des milliers de dollars pour qu'ils soient votés et tout ça ramène notre démocratie dans des vieilles habitudes. Moi, je pense plutôt chacun s'exprimer librement. Non, moi je pense plutôt que si nous voulons et nous aimons ces pays, je crois que nous devons maintenant parler des hommes. D'abord d'un projet commun. On se met autour d'un projet commun. On se met autour d'un programme commun. On doit parler d'abord des idées avant de parler des individus. Sinon, ça devient le pouvoir pour le pouvoir. Comment peut-on parler des candidatures quand on n'a pas encore parlé des projets, quand on n'a pas encore parlé des visions? Vous faites très bien vous le faites si bien de parler de projets. Quel est le projet de société de l'UNC? Le projet de société de l'UNC se résume dans quelques points. Très simple. Nous disons que le pays, c'est le paradis sur terre, mais que les hommes, par leurs bêtises, ont transformé en un enfer sur terre. Pourquoi? Parce que le Congo, nous pensons que c'est la solution à tous les problèmes qui se posent à l'humanité. Tout le monde le sait. Premier problème, c'est le problème de l'eau. Comment le Congo, un pays qui est béni, nous avons 53% d'eau douce d'Afrique. Nous avons un fleuve qui a des affluents, mais nous manquons de l'eau chez nous. Nous avons un problème, deuxième problème, c'est le problème de la famine. Le Congo, nous avons plus de 120 millions d'hectares de terres arables. Donc 80 millions sont directement accessibles. On n'a même pas besoin des engrais ou quoi que ce soit. Nous pouvons nourrir des milliards d'individus sur terre. Mais pourquoi nous mourons encore de la famine en RDC? Nous avons un problème, c'est un problème énergétique, un problème de carence de matières premières. Le Congo, à lui seul, peut produire... si nous allons et je suis géologue, je sais de quoi je parle, lorsque nous voyons la quantité de matières premières de la République démocratique du Congo, en termes de minéralogie, notre pays est la solution au problème de la carence des matières premières à l'humanité. Mais si nous voulons changer, attendez, si nous voulons changer, voici maintenant par étapes comment nous pouvons procéder. Parce que là, c'était pas encore le projet de société. Par étapes, c'est très générique et tout le monde le sait. Par étapes, comment nous pouvons procéder? Ne vous en faites pas, les autres n'en savent pas quelque chose. Par étapes, comment nous pouvons procéder? On a une jeunesse. Regardez autour de nous. Nous avons des millions de jeunes. Mais à quoi ces jeunes ont été réduits? Au football, c'est-à-dire c'est Renaissance, c'est Vita Club, ça les attire. Et à la musique, c'est Werason, JB Piana et consorts. Mais qu'est-ce que nous devons faire devant une telle catastrophe? Nous devons créer des brigades agricoles. Lorsque vous quittez Kinshasa, vous allez dans le Bandundu. Ce sont des terrains vides. Pour que vous alliez dans la commune urbano-rurale de Maluku, c'est des terrains vides, inexploités. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tous ces jeunes-là, c'est une main-d'œuvre qualifiée. Il faut les récomposer, les regrouper en différents mutuelles. Nous devons imposer le travail manuel et les travaux d'intérêt public lorsque les enfants finissent l'école secondaire. Avant d'aller à l'université, il doit faire une année où il doit faire les services paramilitaires, il doit faire le cantonnage manuel, il doit faire les services agricoles. Nous devons les envoyer pour transformer cette terre du Congo. Deuxièmement, l'enseignement. Nous devons faire de la recherche scientifique un domaine exclusif appartenant au chef de l'État et nous dotons un budget conséquent à la recherche scientifique parce qu'il n'est pas normal. INERA, Yangambi, tous les centres de recherche dans ce pays ont complètement disparu. On ne peut pas changer ce pays si nous n'avons pas doté suffisamment de moyens. Tous ces domaines que j'ai cités, ce sont des domaines créateurs d'emplois. Pour créer une économie, qu'est-ce qu'il faut? Pour l'UNC, avec Vital Kamerhe comme président, nous transformons ce pays dans 10 ans. Candidat de la République. Vital Kamerhe qui a été pendant longtemps aux côtés de la majorité présidentielle. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il est passé du côté de l'autre côté de la rive. Mais il y en a qui doutent toujours. Nous n'avons pas besoin, madame, nous n'avons pas besoin. Et ça, c'est aussi dans le chef de la population. Madame, nous n'avons plus besoin de ces individus qui disent nous doutons. On n'a pas besoin d'eux. Monsieur, madame, on ne peut pas évoluer avec tout le monde. Parce que nous avons dit que le principe pour nous, ce sont des principes pour la gouvernance de notre pays. Nous ne sommes pas là pour dorloter les gens, pour être opposants ou pas opposants. Nous sommes là pour vendre nos idées.
et la majorité du peuple congolais. Il suffit de voir, quand le président passe partout, même ici à Kinshasa, c'est des bains de foule partout. Parce que les gens pensent que pour la première fois, on a un homme politique qui lie savoir, popularité, ainsi que la rationalité dans l'équilibre politique, de l'espace politique. C'est pour la première fois que nous apportons la science au cœur du débat politique. Parce que les autres, c'est la contestation. Les autres, c'est le mensonge. Les autres, c'est des contre-vérités et la démagogie. L'UNC apporte la science au cœur du débat politique et c'est la science qui transforme les sociétés actuelles. Nous avons les nouvelles technologies d'information et de communication grâce à l'innovation. Si nous n'apportons pas de l'innovation même dans l'espace politique, nous sommes perdus, madame. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette école de Vital Kamerhe. Parce que, même moi aujourd'hui, je me tiens devant vous, c'est le fruit. Je suis d'une école, j'ai été enseigné par cet homme. C'est pourquoi vous le singez, pardon. Non, ce n'est pas un problème de singer. Le peuple congolais, c'est voir les idées qui sortent de moi. Et je suis fier. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de moi. Et moi, je suis fier. Je suis fier. Il n'y a pas de problème. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que le peuple congolais qui me suit partout où je passe, on dit, monsieur, d'ailleurs, vous pouvez entrer même sur ma page Facebook, vous verrez comment la jeunesse se mobilise pour me dire, monsieur, vous êtes notre modèle et nous vous suivons. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'est le problème. Kambale, le 20 décembre, qu'est-ce qu'il va se passer? Le 20 décembre, Joseph Kabila ne sera plus président de la République démocratique du Congo. Le 20 décembre, il va y avoir passation civilisée du pouvoir parce qu'il y aura élection présidentielle où Joseph Kabila ne sera pas candidat. Le 20 décembre, ce sera le moment du départ et nous allons célébrer le départ de Kabila pour l'avènement d'un nouveau Congo avec un chef de l'État que je pense et j'espère que ça sera Vital Kamerhe et ça, rien doute. Si les autres ne veulent pas l'accepter, alors c'est leur problème. Ainsi se termine ce nouveau numéro du magazine Noticias, mesdames et messieurs, sur les antennes de Numérica Télévision. Nous avons reçu pour vous Billy Kambale, président interfédéral de l'UNC Ville de Kinshasa, le parti de Vital Kamerhe. La rediffusion de cette émission, c'est le mercredi à partir de 11h15, mais également sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Portez-vous bien. Bonsoir.